L'île au trésor, par Robert Louis Stevenson. Chapitre 1. Le vieux loup de mer. On me demande de raconter tout ce qui se rapporte à mes aventures dans l'île au trésor. Tout, depuis le début jusqu'à la fin, en ne réservant que la vraie position géographique de l'île, et cela par la raison qu'il s'y trouve encore des richesses enfouies. Je prends donc la plume, en l'an de grâce 1782, et je me reporte au temps où mon père tenait la route de Bristol, à 200 ou 300 pas de la côte, l'auberge de l'amiral Benbow. C'est alors qu'un vieux marin, à la face rôtie par le soleil et balafré d'une immense estafilade, vint pour la première fois loger sous notre toit. Je le vois encore arrivant d'un pas lourd à la porte de chez nous, suivi de son coffre de matelot qu'un homme traînait dans une brouette. Il était grand, d'apparence athlétique, avec une face au teint couleur de brique, une queue goudronnée qui battait le col graisseux de son vieil habit bleu. Des mains énormes, calleuses, toutes couturées de cicatrices, et ce coup de sabre qui avait laissé sur sa face, du front au bas de la joue gauche, un sillon blanchâtre et livide. Je me le rappelle comme si c'était d'hier, s'arrêtant pour regarder tout autour de la baie, en sifflotant entre ses dents, puis fredonnant cette vieille chanson de mer qu'il devait si souvent nous faire entendre, hélas. Ils étaient 15 matelots sur le coffre du mort, 15 loups, 15 matelots, yo ho ho, qui volaient la bouteille. Il chantait d'une voix aigre et cassée, qui semblait s'être usée à l'accompagnement du cabestan, et frappait comme un sourd à la porte, avec un gros bâton de houx qu'il avait au poing. À peine entré, « Un verre de rhum !» dit-il rudement à mon père. Il le but lentement, en connaisseur, fit claquer sa langue, puis revint à la porte et se mit à examiner d'abord les falaises qui s'élevaient sur la droite, puis notre enseigne et l'intérieur de la salle basse. « Cette baie fera l'affaire, dit-il enfin. Et la baraque me semble assez bien située. Beaucoup de monde ici, camarades ? Pas trop, malheureusement, répliqua mon père. Eh bien, c'est précisément ce qu'il faut. Oh là, hé, l'ami, reprit-il en s'adressant à l'homme chargé de son coffre. Débarque-moi ça en douceur, et la marre dans la maison. Je vais rester quelque temps ici. Je suis un homme tout simple et facile à contenter. Un peu de rhum, des œufs et du jambon, voilà ce qu'il me faut. Avec une falaise comme celle-là, pour voir passer les navires. Comment je m'appelle ? Appelez-moi capitaine, si cela peut vous faire plaisir. Je vois ce qui vous chiffonne. Allons, soyez tranquille, on a de la monnaie. En voilà, tenez. Il jeta 3 ou 4 pièces d'or à terre. Quand ce sera fini et que j'aurai bu et mangé, pour ce qu'il y a là, vous me le direz. Un commandant n'aurait pas parlé plus fièrement. À vrai dire, malgré la grossièreté de ses habits et de son langage, il n'avait pas l'air d'un simple matelot, mais plutôt d'un second ou d'un maître d'équipage de la marine marchande, habitué à parler haut et à taper dur. L'homme à la brouette nous dit que notre nouvel hôte était arrivé le matin même, par le coche au village voisin, qu'il avait demandé s'il y avait une bonne auberge pas trop loin de la côte, et qu'entendant dire du bien de la nôtre, apprenant qu'elle était isolée, il l'avait choisie comme résidence. C'est tout ce qu'il fut possible de savoir sur son compte. C'était un homme extraordinairement silencieux. Il passait toutes ses journées à flâner autour de la baie ou sur la falaise, armé d'un vieux télescope de cuivre. Le soir, il restait assis au coin du feu dans le parloir, buvant du grog très fort. En général, il ne répondait même pas quand on lui adressait la parole, ou pour toute réponse, il se contentait de relever la tête d'un air furibond en soufflant par le nez comme un cachalot. Aussi prîmes-nous bientôt l'habitude de le laisser tranquille. Chaque soir, en revenant de sa promenade, il nous demandait s'il n'était pas passé des marins sur la route. Nous pensions d'abord que cette question lui était dictée par le désir de voir des gens de sa profession, mais nous ne tardâmes pas à reconnaître que son véritable but était au contraire de les éviter. Quand un matelot s'arrêtait à l'amiral Benbow, cela arrivait parfois à ceux qui prenaient, pour se rendre à Bristol, la route de terre, notre hôte ne manquait jamais de le regarder par la porte vitrée avant d'entrer dans le parloir. Et tant que l'autre était dans la maison, il avait souvent soin de ne pas souffler mot. Personnellement, je savais fort bien à quoi m'en tenir sur cette inquiétude toute spéciale qui lui causait l'arrivée d'un homme de mer. Et je puis même dire que je la partageais, car fort peu de temps après son arrivée, il m'avait pris à part et m'avait promis de me donner, tous les premiers du mois, une pièce de 4 pence, si je voulais avoir l'œil ouvert et veiller au grain. L'arrivée possible de certains marins à une seule jambe m'était particulièrement signalée. Je devais, dans ce cas, courir sans perdre une minute, avertir le capitaine de cet événement. La plupart du temps, il est vrai, quand le premier du mois arrivait, j'étais obligé de réclamer mes gages, et je n'obtenais en réponse qu'un bruit nasal, accompagné d'un regard qui me faisait baisser les yeux.
Mais avant la fin de la semaine, j'étais sûre que le capitaine m'apporterait ma pièce de 4 pence, en me réitérant l'ordre d'ouvrir l'œil et de signaler au plus vite l'arrivée du marin à une seule jambe. Je n'avais pas besoin de dire à quel point ce personnage mystérieux hantait ma cervelle enfantine. Par les nuits orageuses, quand le vent secouait les 4 coins de la maison et que les vagues venaient se briser sur la falaise avec un bruit de tonnerre, je le voyais sous 1000 aspects variés et plus diaboliques les uns que les autres. Tantôt la jambe était coupée au genou, tantôt à la hanche. D'autres fois, l'homme devenait une sorte de monstre qui n'avait jamais eu qu'une seule jambe au milieu du corps. Mais le pire cauchemar était de le voir courir et me poursuivre à travers champs en sautant par-dessus les haies. Au total, je payais assez cher ma pièce mensuelle de 4 pence avec ces rêves abominables. Mais en dépit de cette terreur que me causait l'idée seule de l'homme à la jambe unique, j'étais beaucoup moins effrayée du capitaine lui-même que toutes les autres personnes de mon entourage. Parfois le soir, il buvait plus de rhum que sa tête ne pouvait emporter, et se mettait à beugler ses vieux chants bachiques et nautiques sans faire attention à rien de ce qui se passait dans le parloir. Mais d'autres fois, il faisait donner des verres à tout le monde et forçait les pauvres gens tremblants à écouter des histoires sans queue ni tête ou à l'accompagner en chœur. Bien souvent, j'ai entendu vibrer toutes les planches de la maison au chant des yo-ho-ho, yo-ho-ho qui voulaient la bouteille. Tous les voisins s'y mettaient à tue-tête, car la peur les talonnait et c'était à qui crierait le plus fort pour éviter les observations. C'est que, dans ces accès, notre locataire était terrible. Il faisait trembler la terre sous ses coups de poing pour réclamer le silence, ou bien il se mettait dans une colère effroyable parce qu'on lui adressait une question, ou parce qu'on ne lui en adressait pas, et qu'il en concluait que la compagnie n'écoutait pas son histoire. Il n'aurait pas fallu non plus s'aviser de quitter l'auberge avant qu'il fût allé se coucher en titubant. Notez que presque toujours ces récits étaient faits pour donner la chair de poule. Ce n'était que pendaison à la grande vergue, coups de couteau, combat corps à corps, tempête effroyable, aventure ténébreuse sur les océans des deux mondes. D'après ses propres dires, il avait certainement vécu parmi les plus atroces gredins que la mer ait jamais portés. Et le langage dont il se servait pour décrire toutes ces horreurs était fait pour épouvanter de simples campagnards, comme nos habitués, plus encore peut-être que les crimes mêmes dont ils écoutaient le récit. Cet homme nous glaçait littéralement le sang dans les veines. Mon père répétait du matin au soir que sa présence finirait par ruiner l'auberge, et que nos plus fidèles clients finiraient par se lasser d'être ainsi brutalisés, sans compter qu'ils rentraient habituellement chez eux les cheveux hérissés de terreur. Moi, je croirais volontiers au contraire que ces étranges veillées nous attiraient du monde. On avait peur, et pourtant on prenait goût à ces émotions poignantes. Après tout, le capitaine mettait un peu d'intérêt dans la vie monotone de la campagne. Certains jeunes affectaient même de l'admirer, disant que c'était un vrai loup, un vieux marsouin, un de ces hommes qui ont fait l'Angleterre si terrible sur les mers. Il avait un autre défaut plus dangereux pour nos intérêts, c'est qu'il ne payait pas ses dépenses. Or, les 3 ou 4 pièces d'or qu'il avait jetées à terre en arrivant, on ne vit jamais un sou de lui. Les semaines et les mois s'écoulaient, la note s'allongeait démesurément, et mon père ne pouvait se décider à lui demander son sou. S'il arrivait qu'il fît, en tremblant, une allusion lointaine à cette note, le capitaine se mettait alors à renifler si bruyamment que mon père se hâtait de battre en retraite. Je l'avais vu se tordre les mains de désespoir après une rebuffade semblable. Et je ne doute pas que la peur et l'inquiétude où il avait plongé n'aient contribué à abréger sa vie. Pendant tout ce temps qu'il resta chez nous, le capitaine ne fit aucun changement dans sa toilette. À peine acheta-t-il quelques paires de bas à un colporteur. Une des agrafes de son chapeau à 3 cornes était tombée, il laissa prendre le rebord qu'elle relevait, quoique cela fût très incommode quand il faisait du vent. Rien de misérable, comme son vieil habit, qu'il rapetassait lui-même dans sa chambre et qui avait fini par ressembler à une mosaïque. Jamais il n'écrivait et jamais il ne recevait de lettres. Il ne parlait qu'aux habitués de l'auberge. Encore était-ce uniquement quand il était ivre. Pas une âme vivante ne pouvait se vanter d'avoir vu son coffre ouvert. Il ne trouva son maître qu'une seule fois. Ce fut vers la fin de son séjour, alors que mon pauvre père était déjà bien avancé dans la maladie qui l'emporta. Notre médecin, le docteur Livesey, venu assez tard dans l'après-midi pour faire sa visite quotidienne, accepta le dîner que lui offrait ma mère. Puis il se rendit au parloir pour y fumer une pipe, en attendant que son cheval arrivât du village, car nous n'avions pas d'écurie. J'y entrai après lui, et je me rappelle combien je fus frappé du contraste que présentait le docteur, propre et soigné dans sa toilette, poudré à frimas, rasé de frais, avec les rustaux qui l'entouraient et surtout avec ce dégoûtant, cet affreux épouvantail de pirate, aux yeux rouges,
au teint plombé et aux vêtements sordides, ivre de rhum comme à son dîner, et lourdement affalé sur la table. Tout à coup, le capitaine, relevant la tête, entonna son éternel refrain. Ils étaient 15 matelots sur le coffre du mort, 15 loups, 15 matelots, yo ho ho, qui voulaient la bouteille. Au commencement, je pensais que le coffre du mort devait être celui-là même qu'il avait dans sa chambre, et cette idée s'était longtemps associée à tous mes cauchemars sur le marin à la jambe unique. Mais il y avait beau temps que ni moi, ni personne ne faisions plus attention aux paroles de cette chanson. Le docteur, seul, ne la connaissait pas encore. Je remarquai qu'elle était assez loin de lui faire plaisir, car il leva la tête d'un air assez dégoûté, et fut une minute ou deux avant de se remettre à causer avec le vieux Taylor, un maraîcher du voisinage qui lui parlait de ses rhumatismes. Cependant, le capitaine sortait par degrés de sa torpeur sous l'influence de sa propre musique, et enfin, il donna un grand coup de poing à la table. Nous connaissions tous ce signal qui voulait dire « Silence !» Tout le monde se tut. Excepté le docteur Livesey, qui continua à parler de sa voix claire et douce, en tirant de temps à autre une bouffée de sa pipe. Le capitaine le regarda d'abord d'un œil flamboyant. Puis, il donna un second coup à la table, et, voyant que cet avertissement restait inutile, il cria avec un juron épouvantable. « Silence donc, là-bas, l'enrepont !»« C'est à moi que vous parlez, monsieur ?» demanda le docteur, et le sacripant lui ayant répondu affirmativement. « En ce cas, monsieur, reprit tranquillement le docteur Livesey, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que si vous continuez à boire du rhum comme vous le faites, le monde sera bientôt débarrassé d'un triste chenapan. » La fureur du vieux fut terrible. Il sauta sur ses pieds, tira et ouvrit un coutelas de matelot, et, le balançant dans la paume de sa main, il annonça qu'il allait, sans plus tarder, clouer le docteur à la muraille. Le docteur Livesey ne sourcilla pas. Il continua à lui parler du même ton, en le regardant par-dessus son épaule, assez haut pour que tout le monde pût entendre, mais avec un calme parfait. « Si vous ne remettez pas à l'instant ce couteau dans votre poche, je vous donne ma parole d'honneur que vous serez pendu aux prochaines assises. » Là-dessus, un échange de regards entre eux. Puis, le capitaine, sa voix empâtue, refermant son arme et reprenant sa place en grognant comme un chien fouillé. « Et maintenant, monsieur, reprit le docteur, que je sais qu'il y a dans mon district un individu de votre sorte, vous pouvez être certain que j'aurai l'œil sur vous. Je ne suis pas seulement médecin, je suis aussi juge de paix, qu'il m'arrive sur votre compte une seule plainte, fût-ce au sujet d'une grossièreté comme celle de ce soir, et je vous réponds que vous ne ferez pas de vieux os chez nous. À bon entendeur, salut !» Le cheval du docteur arriva bientôt. Il se mit en selle et repartit. Ce soir-là, et pour 8 jours au moins, le capitaine se tint coi et ne souffla plus mot. Chapitre 2. Chien noir se montre et disparaît. Peu de temps après cet incident, survint le mystérieux événement qui devait nous débarrasser du capitaine, mais non pas comme on le verra des conséquences de son séjour. L'hiver était des plus rudes. Les fortes gelées succédaient aux tempêtes, et je sentais bien que mon pauvre père ne verrait pas le printemps. Il baissait de plus en plus. Ma mère et moi, nous avions sur les bras tout le travail de l'auberge et trop de soucis pour penser à notre hôte incommode. Un matin de janvier, il gelait à pierre fendre, et le soleil éclairait à peine le sommet des collines voisines, tandis que dans la baie, des petites vagues grises déferlaient sans bruit sur les galets. Le capitaine s'était levé plus tôt qu'à l'ordinaire et se dirigeait vers la falaise, son coutelas pendu sous les basques de son vieil habit bleu, son télescope sous le bras et son chapeau planté en arrière sur la tête. Je me souviens que je distinguais la vapeur de son haleine et qu'en tournant un rocher, il renifla bruyamment comme s'il pensait encore à la leçon que lui avait donnée le docteur Livesey. Ma mère était occupée auprès de mon père, et j'étais en train de mettre le couvert pour le déjeuner du capitaine quand la porte du parloir s'ouvrit tout à coup et un inconnu entra. Ce qui frappait d'abord chez cet inconnu, c'était une pâleur singulière. Je remarquai aussi qu'il lui manquait 2 doigts de la main gauche. Il tenait dans la droite un grand coutelas, et n'avait pourtant rien de belliqueux dans toute sa personne. Ma première pensée, quand je voyais un étranger se rapportant toujours au marin à la jambe unique, c'est peut-être pourquoi je notais que celui-ci, sans avoir précisément la mine d'un matelot, avait en lui quelque chose qui sentait l'homme de mer. Je lui demandai ce qu'il y avait pour son service. Il demanda du rhum. Comme je sortais pour aller en chercher, il s'assit sur le bord d'une table et me fit signe d'approcher. Je m'arrêtai, ma serviette à la main. « Plus près, petit, » me dit-il. Je fis un pas vers lui. « Ce couvert est sans doute pour l'ami Bill ?» demanda-t-il avec un regard où je crus voir de l'inquiétude. Je répondis que je ne connaissais pas l'ami Bill et que ce couvert était destiné à un locataire de la maison que nous appelions le capitaine. « Parbleu, dit-il, l'ami Bill peut se faire appeler le capitaine si ça lui convient. Il a une balafre sur la joue gauche et il ne boude pas la bouteille, hein, mon petit ?»
C'est bien cela, n'est-ce pas? Une balafre sur la joue gauche. Quand je le sais. Et donc l'ami Bill est dans la maison. J'expliquais qu'il était sorti. Ah, et de quel côté est-il allé, mon garçon? De quel côté? J'indiquais la falaise. J'ajoutais que le capitaine ne tarderait pas à rentrer, et je répondis à quelques autres questions. Ah, dit l'étranger, c'est lui qui va être content de me voir. L'expression de sa physionomie n'était rien moins qu'affectueuse, tandis qu'il parlait ainsi. Il me parut qu'il n'avait pas l'air de dire précisément ce qu'il pensait, mais ce n'était pas mon affaire, et du reste, qu'est-ce que j'y pouvais? L'inconnu restait là, flânant dans la salle, et de temps à autre allant vers la porte, mais sans la franchir, et guettant comme un chat qui attend une souris. À un moment, je sortis, et je fis quelques pas sur la route. Aussitôt, je m'entendis appeler, et comme je n'obéissais pas assez vite à cet appel, je vis un horrible changement se produire sur la face couleur de chandelle du nouveau venu. Il m'ordonna de rentrer immédiatement, en jurant de telle sorte que je ne fis qu'un bond. Je ne fus pas plutôt revenu auprès de lui qu'il reprit ses manières à la fois doucereuses et ironiques. Il eut même l'obligeance de mettre sa main sur mon épaule en déclarant que j'étais un bon petit garçon et qu'il se sentait pris pour moi d'une véritable tendresse. J'ai moi-même un fils de ton âge, ajouta-t-il, et je suis fier de lui. Vous vous ressemblez, ma foi, comme deux frères. Mais la grande affaire pour les garçons, vois-tu, Fio, c'est l'obéissance. Ah, l'obéissance. Si tu avais seulement navigué avec l'ami Bill, je n'aurais pas eu besoin de te répéter un ordre. Non, sur ma foi, il n'y avait rien à rire avec lui. Ma parole, je ne me trompe pas. Le voici justement, l'ami Bill, avec son télescope sous le bras. Que Dieu bénisse. Mon petit, nous allons entrer là et nous cacher derrière la porte pour faire une surprise. Tout en parlant, l'étranger m'avait poussé dans le parloir et s'était mis avec moi derrière la porte d'entrée. Je me sentais assez mal à l'aise et même quelque peu effrayé. Ce qui augmenta mon inquiétude fut de constater que l'étranger avait peur lui aussi. Il maniait son coutelas, le faisant jouer de sa gaine, et je l'entendais soupirer en avalant sa salive comme s'il avait eu une poule dans le gosier. Enfin, le capitaine entra, poussant la porte devant lui sans regarder de notre côté, ni remarquer notre présence, et se dirigea vers la table où l'attendait son déjeuner. « Bill !» dit alors l'étranger d'une voix qu'il essayait manifestement de faire aussi grosse que possible. Le capitaine pivota sur ses talons et nous aperçut. Son visage était devenu subitement livide sous le hâle. Le nez seul restait bleu. On eût dit un homme qui se serait trouvé face à face avec le diable, ou pire encore, si c'est possible. C'était une chose sinistre et qui me fit peine de le voir ainsi vieillir de 20 ans et sur le point de défaillir. « Allons, Bill, tu me reconnais bien, tu n'as pas oublié ton vieux camarade, s'écria l'étranger. « Chien noir !» murmura le capitaine avec épouvante. « Et certainement, fit l'autre, en reprenant son aplomb à proportion du trouble où il voyait notre locataire. Chien noir en personne qui est venu faire visite à son vieux camarade, mon pauvre Bill. En avons-nous vu et fait ensemble depuis le jour où j'ai perdu ces deux doigts-là, ajouta-t-il en levant sa main mutilée. Eh bien, puisque tu m'as déniché, dit enfin le capitaine d'une voix altérée. Me voilà. Parle au moins, que me veux-tu? Ah, je reconnais mon Bill, toujours droit au but. C'est aussi mon habitude. Je prendrai donc un verre de rhum si ce cher enfant que j'aime déjà tant veut me l'apporter, et nous causerons de nos petites affaires en vieux camarades que nous sommes. Quand je revins avec le rhum, ils étaient assis tous les deux à table dressés pour le capitaine. Chien Noir avait eu soin de prendre le côté de la porte et se tenait de biais, de manière à surveiller son vieux camarade et à pouvoir battre en retraite si c'était nécessaire. Il m'ordonna de sortir en ajoutant « Tu sais, fiston, ce n'est pas moi qu'on pince par les trous de serrure. » Sur quoi je me retirai dans le comptoir, non sans prêter l'oreille de mon mieux pour essayer de saisir quelque chose de leur conversation. Mais pendant assez longtemps, j'entendis seulement un chuchotement. Enfin, les voix montèrent à un diapason plus élevé et je distinguai quelques mots. C'étaient principalement des jurons articulés par le capitaine. « Non, 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 non et non! C'est dit, n'est-ce pas » cria-t-il tout à coup. « Allez tous vous faire pendre !» Il y eut alors un vacarme effroyable de jurons, de vaisselle cassée, de tables et de chaises renversées. Puis un froissement d'acier, un cri de douleur, et Chien Noir passa devant moi, l'épaule en sang, le coutelas à la main, fuyant devant le capitaine qui courait après lui et qui lançait son arme sur le blessé au moment où il venait de franchir la porte. Heureusement, le coup fut paré par notre grande enseigne, l'amiral Benbow, où l'on en voit encore la trace, car si Chien Noir l'avait reçu, il était fait pour le couper en deux. Ce fut la fin du combat. Le fugitif, arrivé sur la route, déploya une agilité merveilleuse, et en moins d'une demi-minute, ses talons avaient disparu au tournant d'un pont, au tournant du pot. Quant au capitaine, il contemplait l'enseigne d'un air stupéfait et sans mot dire. Enfin, il passa 2 ou 3 fois la main sur ses yeux et rentra à la maison. « Jim, me dit-il, un peu de rhum !» Et comme il parlait, je le vis chanceler,
puis se retenir au mur pour ne pas tomber. « Êtes-vous blessé, capitaine » m'écriai-je. « Du rhum » répéta-t-il. « Il faut que je quitte cette auberge à l'instant. Du rhum. Du rhum !» Je courus en chercher. J'étais tout tremblant et je cassai un verre. Je n'avais pas fini d'en remplir un autre quand j'entendis le bruit d'une chute dans le parloir. Remontant au plus vite, je trouvai le capitaine étendu de tout son long sur le plancher. Presque au même instant, ma mère, attirée par les cris et le vacarme de la lutte, descendait l'escalier. Elle m'aida à soulever le capitaine. Nous nous aperçûmes alors qu'il respirait péniblement avec une sorte de râle. Ses yeux étaient clos et sa figure livide. « Mon Dieu !» criait ma mère. « Quelle honte pour notre maison, et le père malade avec tout cela !» Nous pensions naturellement que le capitaine avait été blessé, et nous étions assez embarrassés pour le secourir. J'essayai de lui faire avaler un peu de rhum, mais ce fut en vain. Ses dents étaient serrées entre ses mâchoires comme par un étau. Ce fut un grand soulagement de voir arriver, sur ses entrefaites, le docteur Livesey, qui venait faire sa visite quotidienne à mon père. « Docteur, que faire ? Où a-t-il blessé ?» disait ma mère. « Blessé ? Quelle plaisanterie ! Pas plus blessé que moi, je vous assure, répondit le docteur. C'est tout simplement la bonne attaque d'apoplexie que je lui ai promise. Remontez auprès de votre mari, mistress Hawkins, et ne lui dites rien de tout ceci, s'il est possible. Quant à moi, je vais faire de mon mieux pour rappeler cet intéressant personnage à la vie. Jim, va me chercher une cuvette. » Quand je revins, le docteur avait déjà déchiré la manche du capitaine et mis à nu son grand bras musculeux. De nombreux tatouages en décoraient l'épiderme. « Bonne chance, bon vent, le caprice de Billy Bones !» Sur l'avant-bras, près de l'épaule, une potence avec son pendu fort joliment dessiné à mon estime. « L'horoscope du sujet, dit le docteur en désignant la potence du bout de sa lancette. Et maintenant, monsieur Billy Bones, puisqu'ainsi l'on vous nomme, nous allons voir la couleur de votre sang. Jim, reprit-il en s'adressant à moi, as-tu peur de voir une saignée ? Non, monsieur, répondis-je. Eh bien, tiens-moi la cuvette, mon garçon, pendant que je lui fends la veine. Il fallut ôter beaucoup de sang au capitaine avant qu'il ouvrît les yeux. Il parut mécontent en reconnaissant le docteur, mais sa figure se radoucit quand il me vit auprès de lui. Puis, soudain, il pâlit et tenta de se soulever en criant « Où est chien noir ?» « Il n'y a pas de chien noir ici, si ce n'est celui qui repose sur votre dos, dit rudement le docteur. Vous avez bu trop de rhum et cela vous a valu l'attaque que je vous avais prédite. Je viens à mon grand regret de vous tirer d'affaire, parce que c'est mon métier. Et maintenant, monsieur Bones… »« Je ne m'appelle pas ainsi, interrompit le capitaine. C'est le cadet de mes soucis, je vous prie de le croire, reprit tranquillement le docteur. Bones est en tout cas le nom d'un écumeur qui ne vaut pas mieux que vous, et je ne crois faire injure ni à l'un ni à l'autre en vous appelant ainsi, pour abréger. Ce que j'ai à vous dire, le voici. Un verre de rhum ne vous tuera pas, mais si vous en prenez un, vous en prendrez deux, vous en prendrez trois, puis quatre. Et alors vous êtes un homme mort, mort, entendez-vous ? Et vous irez où vous savez, comme celui de la Bible. Allons, essayez de vous mettre sur pied, je vous aiderai à monter au lit. Soutenu par le docteur et moi, le capitaine parvint à faire l'ascension de l'escalier et s'étendre sur son lit. À peine la tête avait-elle touché l'oreiller qu'elle se renversa comme s'il perdait connaissance. « Faites bien attention, répéta le docteur. Je m'en lave les mains désormais. Si vous touchez encore du rhum, c'est la mort. Et il le quitta pour se rendre auprès de mon père en me prenant par le bras. Ça ne sera rien, me dit-il quand la porte se fut refermée sur nous. Je lui ai tiré assez de sang pour qu'il se tienne tranquille pendant quelques jours. Et s'il peut rester au lit une semaine ou deux, c'est encore ce qu'il y a de mieux de faire pour vous et pour lui. Mais une autre attaque réglerait son compte. Chapitre 3. La marque noire. Vers midi, je remontais chez le capitaine avec des boissons rafraîchissantes et les médicaments prescrits par le docteur. Le malade était couché à peu près comme nous l'avions laissé, un peu plus haut peut-être sur son oreiller, et il semblait à la fois affaibli et excité. « Jim, me dit-il, tu es le seul ici qui vaille quelque chose, et j'ai toujours été bon avec toi, tu le sais. Chaque mois, je t'ai donné une belle pièce de 4 pence. Maintenant que me voilà au bassin du carénage, abandonné de tout le monde, tu ne refuseras pas un verre de rhum, n'est-ce pas, camarade ? » Vous savez bien que le docteur, commençai-je, mais il me coupa la parole en envoyant le docteur à tous les diables avec ce qui lui restait de voix dans la gorge. « Les médecins sont Dieu Faubert, criait-il. Et celui-ci, est-ce qu'il peut rien comprendre aux gens de mer, je te le demande. Moi qui te parle, je me suis vu dans des endroits où il faisait plus chaud qu'au fond d'un four, où tout le monde crevait de la fièvre jaune, où la terre elle-même se soulevait en forme de vague par l'effet des tremblements de terre. Est-ce que ton docteur a jamais rien vu de pareil ? Et je me tirais d'affaire grâce au rhum tout seul. Le rhum était mon pain, mon vin, mon pays, mon ami, mon tout. Et maintenant que me voilà sur le flanc, comme une pauvre vieille carcasse de navire, on voudrait me priver de rhum. Si tu prêtais la main à une chose pareille, Jim, ce serait m'assassiner, ni plus ni moins. Mon sang retomberait sur ta tête, tu peux en être certain. Et sur celle de ce faux marin de docteur. » Ici, tout un chapelet de jurons assortis. Puis, sur un ton dolent, « Vois, mon petit Jim, comme mes doigts tremblent.
Je ne puis même pas les tenir en place. Non, je ne puis pas. Dire que je n'ai pas encore eu une goutte de toute la journée. Ce docteur est un idiot, crois-moi. Si tu ne me donnes pas un coup de rhum, je deviendrai fou, voilà tout. Je sens déjà que ça commence. J'ai des hallucinations. J'ai vu le vieux Flint dans ce coin derrière toi. Je l'ai vu comme je te vois. Si cela me prend, damn. Je ne réponds plus de rien. On fera de moi un vrai Caïn là. D'ailleurs, votre satané docteur a dit lui-même qu'un verre ne me ferait pas de mal. Je te donnerai une guinée d'or pour ce verre, Jim. Il se montait de plus en plus, et cela m'effrayait, pour mon père qui était bien bas ce jour-là, et avait besoin de repos. D'autre part, le docteur avait bien dit qu'un seul verre de rhum ne ferait pas de mal au capitaine. J'étais seulement offensé qu'il essayât de me corrompre à prix d'or. Je ne vous demande pas votre argent, lui dis-je, hors celui que vous devez à mon père. Quant à du rhum, je vous donnerai un verre, mais pas plus, entendez-le bien. Quand je l'apportai, il le saisit avidement et le vida d'un trait. Ah, fit-il, ça va déjà mieux, je t'assure. Et maintenant, camarade, dis-moi un peu combien de temps le docteur prétend que je reste couché sur ce vieux cadre. 1 semaine au moins, lui dis-je. Tonnerre, 1 semaine, c'est impossible, cria-t-il. D'ici là, ils m'auront envoyé la marque noire. Les voilà déjà qui rôdent autour de moi, les marsouins. Tas d'imbéciles qui n'ont pas su garder ce qu'ils avaient. Il leur faudrait la part des autres maintenant. Est-ce ainsi que se comportent de vrais lurons? Je le demande. Que ne faisaient-ils comme moi? Que ne gardaient-ils leur argent au lieu de le jeter par les fenêtres? Moi, je leur jouerai un tour de ma façon. Ils peuvent y compter. Croient-ils me faire peur? J'en ai dépisté de plus malins. Tout en parlant, il s'était soulevé sur son lit, et prenant mon épaule pour point d'appui avec une force qui me fit presque crier de douleur, il essaya de faire quelques pas dans la chambre. Mais ses jambes semblaient être de plomb, et sa voix, de plus en plus faible, était peu en harmonie avec le sens menaçant de ses paroles. Il s'arrêta et s'assit au bord du lit. Ce docteur m'a tué. Voilà que j'ai des bourdonnements dans la tête. Aide-moi à me recoucher. Avant que j'eusse eu le temps de faire ce qu'il désirait, il était retombé sur son oreiller. Assez longtemps, il resta silencieux. Jim, reprit-il enfin. Tu as bien vu ce marin aujourd'hui? Chien noir? Chien noir. C'est un mauvais gredin, vois-tu, mais ceux qui l'envoient valent encore moins que lui. Écoute-moi un peu, mon petit Jim. Si pour une raison ou une autre il m'est impossible de partir, s'ils me prennent au gîte et me remettent la marque noire. Rappelle-toi que c'est à mon vieux coffre qu'ils en veulent. Eh bien alors, ne perds pas une minute. Enfourche un cheval. Tu sais te tenir à cheval, n'est-ce pas? Enfourche le premier cheval venu. Et va-t'en à bride abattue chez lui, chez ce maudit docteur. Tu lui diras de rassembler le plus de monde qu'il pourra. Les magistrats, la police, tout le tremblement. S'il veut pincer ici, à bord de l'amiral Benbow, la bande entière du vieux Flint, ce qu'il en reste, au moins, mousse et matelot, tel que tu me vois, petit. J'étais son second au vieux Flint. Et seul, je connais la cachette. Il m'en a confié le secret à Savannah, à son lit de mort. Comme dirait dans l'état où je suis maintenant, comprends-tu? Mais pas un mot de tout ceci, à moins qu'il ne m'envoie la marque noire. Ou que tu ne vois rôder par ici, soit chien noir, soit le marin à la jambe de bois. Lui surtout, Jim. Mais que voulez-vous dire par la marque noire, capitaine? Demandai-je. C'est une sommation de la bande, mon petit. Je t'avertirai s'il me l'envoie. Mais en attendant, veille au grain, Jim, et je partagerai tout avec toi, sur mon honneur. Il divagua encore quelques instants. Sa voix devenait de plus en plus faible. Je lui donnai sa potion qu'il prit comme un enfant en disant « Si jamais un marin a eu besoin de remède, c'est bien moi !» Puis il tomba dans un sommeil lourd, et semblable à un évanouissement, après quelques minutes je me décidai à redescendre. Ce que j'aurais fait si les choses avaient suivi le cours ordinaire, je l'ignore. Très probablement, j'aurais tout conté au docteur, car je mourais de peur que le capitaine ne vînt à regretter sa confidence et ne me fît disparaître. Mais il advint que mon pauvre père mourut ce soir même d'une manière tout à fait soudaine, et ce malheur nous fit naturellement oublier tout le reste. Le chagrin qui nous accablait, les visites des voisins, les arrangements à prendre pour les funérailles, sans compter l'auberge qui allait son train accoutumé. Tout cela me surmena si bien que c'est à peine si j'avais le temps de penser au capitaine, et encore moins celui d'avoir peur de lui. Il descendit le lendemain matin, prit ses repas comme à l'ordinaire, quoiqu'il eût peu d'appétit, et but, je crois, encore plus de rhum que d'habitude, par la raison qu'il se servit lui-même au comptoir tout le long du jour, en grommelant et reniflant comme un phoque. Aussi était-il plus ivre que jamais le soir avant l'enterrement. Et ce fut une chose terrible dans cette maison en deuil de l'entendre chanter à tue-tête sa vilaine chanson de matelot. Mais tout faible qu'il était, il nous inspirait encore trop de terreur pour qu'on osât lui imposer le silence. Seul le docteur l'aurait pu. Malheureusement, il venait d'être appelé à plusieurs milles de distance pour un cas urgent et n'avait pas mis les pieds chez nous depuis la mort de mon père. J'ai dit que le capitaine était faible. Le fait est qu'il semblait plutôt perdre ses forces que les regagner. Il se traînait dans l'escalier, allait et venait du parloir à la salle commune, mettait le nez dehors pour flairer l'odeur de mer, puis rentrait et s'appuyant sur les murs pour ne pas tomber, s'arrêtant à chaque pas pour reprendre haleine.
Il ne me parlait pas plus qu'aux autres, et j'ai toujours pensé qu'il avait perdu le souvenir de sa confidence, mais son caractère était plus bizarre et plus violent que jamais. Il avait pris l'habitude alarmante de tirer son coutelas quand il était ivre et de le placer sur la table à côté de lui. Cependant, il s'occupait beaucoup moins des allants et venants que par le passé, s'absorbait dans des rêveries sans fin, et au total ne paraissait pas avoir toute sa tête. C'est ainsi qu'un soir, nous l'entendîmes, à notre grande surprise, fredonner un air qu'il n'avait jamais chanté, une sorte de ritournelle pastorale datant peut-être des jours de sa jeunesse et de l'époque où il ne connaissait pas encore la mer. Les choses allèrent ainsi jusqu'au lendemain des funérailles de mon père. Ce jour-là, vers 3 heures, par un temps de brouillard et de gelée, je me trouvais sur le seuil de l'auberge, plein de tristes pensées sur cette perte cruelle, quand j'aperçus un homme qui s'avançait assez lentement sur la route. C'était évidemment un aveugle, car à chaque pas il tapait devant lui avec son bâton, sans compter qu'il avait sur les yeux une gigantesque visière verte. Il allait tout courbé par l'âge ou la maladie, sous un grand manteau, à capuchon, très vieux et déchiré qui le faisait encore plus difforme. Je n'avais jamais vu de physionomie aussi effrayante que cette face sans regard. Il s'arrêta à quelques pas de l'auberge, et, élevant la voix sur une sorte de psalmodie monotone, s'adressa à l'espace devant lui. N'y a-t-il pas ici quelque bonne âme pour dire à un pauvre aveugle qui a perdu la lumière du jour en défendant son gracieux pays, Dieu bénisse le roi Georges, ou dans quelle partie de ce pays il se trouve en ce moment? Vous êtes devant l'auberge de l'amiral Benbow, à la baie de Black Hill, mon brave homme, répondis-je aussitôt. J'entends une voix jeune, reprit-il, sur le même ton. Voulez-vous être assez charitable, mon cher petit ami, pour me donner la main et me faire entrer? Je tendis innocemment la main, qu'on me demandait d'une manière si insinuante, et je la sentis soudain, prise comme dans un étau par cette horrible créature sans yeux. Ma surprise et ma terreur furent si grandes que je commençai à me débattre pour essayer de me dégager. Mais d'un seul bras, l'aveugle me contint et m'attira tout près de lui. Maintenant, garçon, conduis-moi au capitaine, dit-il. Monsieur, je n'ose pas, sur ma parole, je n'ose pas, répondis-je. Ricana l'aveugle. On veut résister? Conduis-moi à l'instant que je te casse le bras. Tout en parlant, il me le tordait de telle sorte que je poussai un cri. Monsieur, repris-je, ce que j'en disais n'était que pour vous. Le capitaine est tout changé depuis quelques jours. Il ne se sépare plus de son coutelas qu'il tient tout ouvert. Un autre gentleman. Assez causé, marchons, interrompit l'aveugle. Et jamais voix si dure, si impitoyable n'avait frappé mon oreille. Je crois bien qu'elle m'effraya encore plus que la torsion de mon bras. Je me sentis dompté. Sans plus de résistance, j'obéis donc et me dirigeai droit vers le parloir où notre vieux pirate était assis au coin du feu, cuvant son rhum. L'aveugle me suivait de près, serrant toujours mon bras d'une main de fer et s'appuyant si lourdement sur mon épaule qu'à peine pouvais-je marcher. Tu vas me mener tout droit à lui, et aussitôt qu'il pourra me voir, crie Bill, voici un de vos amis. Sinon, gare à ton poignet, ajouta-t-il en me donnant un avant-goût de ce qu'il me réservait. La douleur et l'épouvante me firent oublier la terreur que m'inspirait habituellement le capitaine. J'ouvris brusquement la porte du parloir et je répétai les paroles que me dictait l'aveugle. Le pauvre capitaine tressaillit et d'un seul regard se trouva dégrisé, en possession de toute sa raison. L'expression de sa physionomie me parut en ce moment moins encore celle de la terreur que celle d'un dégoût mortel. Il fit un mouvement pour se lever, mais n'en eut pas la force. Bill, restez où vous êtes, dit le mendiant. Je n'y vois pas, mais j'ai l'ouïe fine et j'entends si l'on remue le bout du doigt. Les affaires sont les affaires. Tendez votre main gauche. Garçon, prends cette main gauche par le poignet et mets-la près de ma main droite. Nous obéîmes tous deux passivement. Je vis alors l'aveugle passer quelque chose du creux de la main qui tenait son bâton dans la paume du capitaine, qui se referma dessus instantanément. Voilà qui est fait, reprit l'aveugle. En me lâchant aussitôt, il se glissa hors du parloir avec une sûreté de mouvement et une rapidité presque incroyable, sauta sur la route et disparut. J'étais encore immobile de surprise quand j'entendis le tap, tap, tap de son bâton se perdre dans l'éloignement. Le capitaine était resté aussi stupéfait que moi, mais enfin, et presque au même moment, je lâchai son poignet, que je tenais toujours, regarda vivement dans la paume de sa main. « À 10 heures, s'écria-t-il. Nous avons encore 6 heures à nous. Nous pouvons encore les rouler. » Et il sauta sur ses pieds. Au même instant, il porta la main à sa gorge, puis s'abattit tout de son long sur le sol avec un bruit sourd. Je courus à lui, appelant ma mère à grands cris, mais il n'y avait plus besoin de se presser. Le capitaine venait de tomber, mort, foudroyé par l'apoplexie. Chose étrange, je ne l'avais jamais aimé, quoiqu'il eût fini par m'inspirer une certaine pitié, et pourtant, quand je le vis, parti pour toujours, je ne pus retenir mes larmes. C'était la seconde fois que je voyais la mort, et la première faisait encore saigner mon cœur. Chapitre 4. Le coffre du capitaine. J'informai ma mère sans plus tarder de tout ce que j'aurais assurément mieux fait de lui dire plus tôt.
Nous nous trouvions placés dans une position difficile et périlleuse. Il ne pouvait y avoir de doute à cet égard. Une partie de l'argent de cet homme, si tant qu'il y eût de l'argent, nous était incontestablement due. Mais il était probable que les camarades du capitaine allaient juger par Chien Noir et l'aveugle, seul spécimen que je connusse du genre, fussent d'avis d'abandonner leur proie pour payer les dettes du mort. L'ordre que m'avait donné le capitaine d'enfourcher un cheval et de courir chez le docteur Livesey me revenait bien à la pensée. Mais pour l'exécuter, il aurait fallu laisser ma mère sans protection dans un pareil moment. Il n'y avait pas à y songer. La vérité d'ailleurs, c'est que l'idée seule de rester une minute de plus dans la maison nous terrifiait tous les deux. La chute d'un charbon dans l'âtre, le tic-tac de la pendule nous remplissait d'épouvante. La route noire et solitaire nous semblait à chaque instant pleine de piétinements lointains. L'image du capitaine étendu mort dans le parloir, l'idée que ce détestable aveugle était peut-être embusqué dans le voisinage et sur le point de reparaître, me glaçait, comme on dit, dans ma peau. Il fallait prendre un parti immédiat. Nous nous arrêtâmes à celui de partir ensemble pour demander de l'aide au village voisin. Aussitôt fait, aussitôt dit. Nous voilà partis, nu-tête, courant sur la route, dans le crépuscule qui tombait par le brouillard et la gelée. Le village n'était heureusement pas fort éloigné. Quoique caché par les falaises, il s'élevait à l'extrémité de la baie voisine de la nôtre, circonstance qui me rassurait le plus, dans la direction opposée à celle d'où le mendiant était venu et où sans doute il était retourné. À peine fûmes-nous 20 minutes en route, quoiqu'il fallût nous arrêter de temps en temps pour reprendre haleine, en prêtant l'oreille, serrés l'un contre l'autre, mais on n'entendait aucun bruit inusité. Rien que la cadence du flot qui lavait la plage et le croissement des corbeaux dans le bois. Des lumières brillaient déjà dans des maisons du village, et je n'oublierai jamais le plaisir que me causa la vue de ces portes et fenêtres éclairées. À ce réconfort devait d'ailleurs se limiter tout le secours que nous devions y trouver. Personne ne voulut consentir à venir avec nous à l'amiral Benbow. Les hommes, au moins, auraient pu rougir de se montrer si pusillanimes. Plus nous insistions sur nos craintes, plus ils s'accrochaient tous, hommes, femmes et enfants, à l'abri tutélaire de leur maison. Le nom du capitaine Flint, qui m'était inconnu quand je l'avais entendu prononcer par notre défunt locataire, n'était que trop familier par là et portait la terreur avec lui. Quelques paysans qui avaient travaillé au champ de l'autre côté de l'auberge déclaraient avoir remarqué sur la route des étrangers qu'ils avaient pris pour des contrebandiers et s'étaient hâtés de décamper dans le but de n'être pas impliqués dans l'affaire. L'un d'eux assurait avoir vu un petit cotre à l'ancre, dans une crique que nous appelions le trou de Kit. Du reste, n'importe qui s'intitulait le camarade du feu capitaine devenait par cela même suspect. Bref, les volontaires s'offraient en foule pour s'en aller à cheval, prévenir le docteur Livesey, dans la direction opposée à l'amiral Benbow. Mais pas un ne consentait à venir avec nous défendre l'auberge. On dit que la lâcheté est contagieuse, mais d'autre part la discussion relève souvent le courage. C'est précisément ce qui arriva à ma mère. Quand chacun eut donné son avis, elle prit la parole. Rien ne pouvait l'empêcher, disait-elle, de tenter un effort de sauver l'argent qui appartenait à son fils orphelin. Si nul de vous n'ose venir à notre aide, dit-elle, Jim et moi nous irons tout seuls. Oui, nous retournerons, nous, comme nous sommes venus. Et nous nous passerons de vous, poule mouillée que vous êtes. Nous ouvrirons le coffre, dussions-nous payer ce devoir de notre vie. Tout ce que je vous demande, mistress Crowley, c'est de nous prêter le sac que je vois là, pour emporter l'argent qui nous appartient légitimement. Je déclarai bien entendu que j'étais prêt à escorter ma mère, et bien entendu aussi on poussa les hauts cris sur notre témérité. Mais n'empêche que pas un seul homme n'eut le courage de partir avec nous. On consentit seulement à me prêter un pistolet chargé en cas d'attaque, et l'on promit de nous tenir des chevaux tout scellés pour notre retour en cas de poursuite. En outre, il fut convenu qu'un gars serait immédiatement envoyé au docteur Livesey pour demander l'appui de la force armée. Je puis vous dire que le cœur me battait de belle manière quand nous partîmes tous deux dans la nuit noire, maman et moi en cette périlleuse aventure. La lune, qui se trouvait de son plein, se levait à peine et commençait à montrer un bord rougeâtre au-dessus du brouillard. Raison de plus de nous hâter, car il était évident qu'il ferait clair, comme en plein jour, avant que nous eussions fini, et dès lors notre départ serait signalé, s'il y avait des espions dans la campagne. Nous nous glissions donc rapidement le long des haies, en faisant le moins de bruit possible. Nous arrivâmes ainsi chez nous, sans avoir rien vu ou entendu de suspect. Et c'est avec un véritable soulagement que nous refermâmes sur nous la porte de l'amiral Benbow. Mon premier soin fut de pousser le verrou. Un instant, nous reprîmes haleine dans les ténèbres, seuls dans la maison avec le cadavre du capitaine. Puis, ma mère alluma une chandelle, et nous tenant par la main, nous entrâmes dans le parloir. Le mort était comme nous l'avions laissé, sur le dos, les yeux grands ouverts et un bras étendu. « Tire le store, Jim, me dit tout bas ma mère. On pourrait nous voir du dehors. Et maintenant, reprit-elle, quand je lui obéis, il s'agit de lui prendre la clé du coffre, ce qui est impossible sans le toucher, ajouta-t-elle avec un frémissement d'horreur.
À cet instant, je m'agenouillai auprès du cadavre. Par terre, à côté de sa main ouverte, se trouvait un petit morceau de papier, coupé en rond noirci d'un côté. C'était évidemment la marque noire. Je ramassai le papier et je vis qu'au revers resté blanc, il portait ce message laconique d'une grosse écriture très lisible. À ce soir, 10 heures. Mère, il avait jusqu'à 10 heures, m'écriai-je. Et comme je parlais encore, l'horloge se prépara à sonner. Ce bruit inattendu nous fit grand-peur. Mais après tout, la nouvelle était bonne, car il n'était que 6 heures. Allons, Jim, dit maman, cette clé. Je tâtai les poches l'une après l'autre, quelques petites monnaies, du fil et des aiguilles, un dé à coudre, un couteau, un bout de tabac à chiquer, une boîte à amadou, un briquet, une boussole de poche, voilà tout ce que je trouvais. Je commençai à désespérer de découvrir la clé. Peut-être est-elle suspendue à son cou, suggéra ma mère. Surmontant ma répugnance, j'ouvris vivement son col de chemise, et là, en effet, suspendu à un cordon goudronné que je coupais avec son propre couteau, je trouvai la clé. Cette victoire nous remplit d'espoir. Nous nous hâtâmes de monter chez lui dans la petite chambre qu'il avait occupée si longtemps et d'où le fameux coffre n'avait pas bougé depuis le jour de son arrivée. Ce coffre était semblable à toutes les malles de matelot, fait en bois dur, usé au coin comme s'il avait longtemps servi et marqué sur le couvercle au fer rouge d'un grand B. Donne-moi la clé, me dit ma mère. Et malgré la dureté de la serrure, elle eut en un clin d'œil fait tourner le pêne et rejeté le lourd couvercle en arrière. Une forte odeur de tabac et de goudron s'égala aussitôt. Nous ne vîmes rien sur le dessus qu'un costume complet, en fort bon état, proprement plié et brossé, comme le fit remarquer ma mère. Ces vêtements ne devaient même pas avoir été portés. Ils recouvraient un assemblage assez hétéroclite de menus objets, quarts de cercle, gamelles d'étain, rouleaux de tabac, 2 paires de beaux pistolets, une barre d'argent fin, une vieille montre espagnole, divers autres bijoux de peu de valeur et d'apparence exotique, un compas monté en cuivre, 5 ou 6 coquilles d'Amérique. Depuis combien de temps traînait-il ces coquilles avec lui, dans sa carrière errante, périlleuse et coupable? Tout cela n'avait pas grand intérêt pour nous, sauf les bijoux et la barre d'argent. Et encore, comment en tirer parti? Aussi, poursuivions-nous activement nos recherches. Le fond du coffre était occupé par un vieux caban de matelot, blanchi par le sel de plus d'une plage lointaine. Ma mère le tira avec impatience et nous découvrîmes alors les derniers objets que recelait la caisse. Un paquet enveloppé de toile cirée et qui nous parut rempli de papier, puis un sac de toile d'où sortit, quand je le touchais, un tintement d'or. Nous allons montrer à ces coquins que nous sommes d'honnêtes gens, dit ma mère. Je prendrai mon dû et pas un liard de plus. Tiens-moi le sac de Mistress Crowley. Elle se mit à compter les pièces d'or qu'elle jetait au fur et à mesure dans le sac que je tenais ouvert. Son projet était d'arriver au total exact de la note du capitaine, mais ce n'était pas une opération aussi simple qu'on pourrait le croire, car les pièces étaient de tout modèle et de tout pays, des doublons, des louis, des guinées, des onces, que sais-je encore, le tout pêle-mêle. Encore les guinées étaient-elles les plus rares et les seules que ma mère sut compter. Nous n'étions pas à moitié de ce travail quand je l'arrêtai soudain en posant ma main sur son bras. Dans le silence de la nuit, je venais de percevoir un son qui me mettait le sang dans les veines, le tap, tap, tap du bâton de l'aveugle sur le sol durci par la gelée. Le son se rapprochait. Nous écoutions, retenant notre haleine. Le bâton frappa le seuil de la porte, et nous entendîmes le loquet qu'on tournait, puis le verrou secoué par le misérable. Il y eut un long silence. Enfin le tap, tap, tap recommença, s'éloigna lentement, à notre joie inexprimable, et finit par se perdre au loin. Mère, m'écriai-je, prenons tout et partons. J'étais sûre que cette porte verrouillée devait avoir paru suspecte et que toute la bande n'allait pas manquer de nous tomber sur le dos. Et pourtant, que j'étais aise d'avoir pensé à pousser ce verrou. Pour s'en faire une idée, il faudrait avoir vu ce terrible aveugle. Si effrayée que fût ma mère, elle ne voulut à aucun prix entendre parler de prendre un sou de plus que son dû. Quant à prendre un sou de moins, elle s'y refusait obstinément. Il est à peine 7 heures, disait-elle. Je veux tout ce qui m'appartient. Elle parlait encore quand un coup de sifflet très prolongé se fit entendre à une assez grande distance sur la hauteur. Cette fois, il ne fut plus question de rester. J'emporterai ce que j'ai là, dit ma mère en se relevant précipitamment. Et moi, je prends ceci pour un contron, m'écriai-je en ramassant le paquet de toile cirée. L'instant d'après, nous dévalions l'escalier dans les ténèbres, laissant notre chandelle auprès du coffre vide. Nous prenions la porte et nous gagnions au pied. Le brouillard commençait à se dissiper et la lune éclairait déjà en plein les hauteurs qui nous entouraient. Heureusement pour nous, le chemin creux et les environs de l'auberge se trouvaient encore plongés dans la brume et une obscurité relative, favorisant notre fuite, au moins au début. Mais nous avions à franchir un espace éclairé, à peu près à mi-chemin du village. Et le pis, c'est qu'un bruit de pas nombreux se faisait déjà entendre derrière nous. Bientôt, nous eûmes la certitude que ces pas étaient ceux d'une troupe d'hommes se dirigeant vers l'auberge et dont l'un portait une lanterne.
Mon enfant, dit tout à coup ma mère, prends l'argent et sauve-toi. Je crois que je vais défaillir. C'était fini. Nous allions être pris. Ah, que j'en voulais à nos voisins de leur indigne lâcheté. Par bonheur, nous touchions presque au petit pont. Tant bien que mal, j'aidai ma mère à marcher jusqu'au bord du fossé. En y arrivant, elle poussa un soupir et tomba évanouie sur mon épaule. Je ne sais où je trouvai la force nécessaire pour la pousser, ou plutôt la traîner jusqu'au fond du fossé, tout contre l'arche du pont. Je ne pouvais faire plus. Le pont était trop bas pour me permettre autre chose que de me cacher dessous, mince comme j'étais, en rampant sur les genoux et les mains. Il fallut donc rester là, ma mère presque absolument en vue de la route, et tous deux à portée de voix de l'auberge.